Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Tous les jours, France 24 est happée par les crises du monde entier, qui nous rappellent effectivement le nombre de morts, le nombre de réfugiés, le nombre de blessés, le nombre de victimes que compte le monde sur tous les continents. Il y a évidemment beaucoup d'organismes qui sont chargés de regarder cette détresse, mais vous plus particulièrement, bonjour, Dimitris Christopoulos, vous êtes maintenant le président de la FIDH, c'est-à-dire la Fédération internationale des droits de l'homme. Évidemment, vous êtes extrêmement sollicité par ce qui se passe. Votre regard déjà sur la Syrie, on en parle tout le temps, 300 000 morts, et surtout, si je regardais les derniers chiffres, presque 10 millions de réfugiés. Comment est-ce que l'on peut gérer ça ? Écoutez, c'est une tragédie, ce qui se passe en Syrie. Alors, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la justice transitionnelle. Parce que si notre message par rapport à ce qui se passe en Syrie, c'est l'indifférence, ça va être le chaos total, même pour le jour après. Alors, c'est pourquoi il faut insister sur la possibilité de mettre en place un système de justice transitionnelle pour que l'impunité ne règne pas. Parce que sinon, ça va être l'impunité totale. Ça va être la guerre tout le temps. La guerre et la guerre sur plusieurs générations. Parce que quand on parle des droits humains, on se rend compte, en fin de compte, que quand ils sont bafoués longtemps. Oui, en fait, au Moyen-Orient, vous avez déjà un continuum géopolitique des États faillis. On a la Libye, on a l'Égypte, qui est une dictature. On a aussi la consolidation de la conviction que c'est uniquement via un gouvernement autoritaire qu'on peut mettre en place, on peut mettre en ordre ces pays-là. Et après, vous avez l'Irak et la Syrie qui sont deux États faillis. Alors, vous avez à ce moment-là la Turquie qui est dans une situation très, très fragilisée. Or, après, on va chez nous, en Europe, en Grèce... ça ne va pas très bien. Alors, c'est pourquoi nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on dit que c'est d'un côté les droits de l'homme qui sont mis en péril, mais de l'autre côté, c'est la stabilité politique, c'est la sécurité du continent qui est mise en question. Qui est absolument cruciale. Exactement. La question des réfugiés, vous la suivez de près, vous êtes grec, vous l'avez suivi avant votre élection à la tête de la FIDH. Est-ce que l'Europe a les moyens d'accueillir ces réfugiés ? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué ? Je pense que nous sommes victimes d'une panique morale en Europe sur la question des réfugiés. 1 million de réfugiés, c'est un chiffre qui est tout à fait manageable. On peut le faire, on peut s'occuper de façon pas très difficile. Je pense que ce n'est pas la fin du monde que 1 million de réfugiés se sont arrivés chez nous. Alors, ce qui est important, c'est qui est difficile à ce moment-là, est de trouver des moyens de distribuer de façon proportionnelle notre responsabilité, notre solidarité en tant que nations européennes vis-à-vis de cette question qui est commune. Alors, si on fait des États tampons comme ça, buffer states, la Turquie, la Grèce, n'importe quel autre pays, on n'arrivera jamais à traiter cette question de façon qui consolide la paix, la stabilité chez nous. Alors, c'est pourquoi la question des réfugiés, ce n'est pas la question des victimes aussi, uniquement de violation des droits de l'homme. C'est la question qui touche à nous, qui sont nous, à la fin. Voilà, l'accueil que l'on peut faire et surtout la peur que l'on peut avoir aussi de l'autre. Bien sûr. La peur du terrorisme est aussi au centre, certainement, du rejet des immigrants en Europe. Est-ce que finalement, ces questions de terrorisme, ça ne tire pas encore plus vers le bas la responsabilité de chacun envers l'autre? Oui, tout à fait. Alors, il y a des alternatives ici. Alors, si on peut suivre l'exemple de George Bush, Patriot Act. Mais ça, c'est pas prudent. C'est pas prudent pour la paix. Alors, de l'autre côté, il faut réfléchir. Quelles sont les causes? En même temps, se protéger contre les menaces. En même temps, éviter la stigmatisation d'une génération de gens qui sont là avec nous, parce qu'en les stigmatisant, ils deviennent encore plus dangereux. En même temps, essayer de trouver les moyens pour explorer, pour mettre en place un ordre à ces pays-là. En fait, en Europe, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a quand même une tension aujourd'hui entre à la fois l'envie de garder des libertés individuelles et de l'autre le fait de vouloir le renforcement de la sécurité. Pour vous, c'est forcément une opposition des deux ?
Exactement, ce n'est pas une opposition. Moi, je pense que c'est une complémentarité parce que la sécurité est la condition absolue de notre liberté. On ne peut pas être libre sans être sécurisé, quoi. De l'autre côté, je comprends tout à fait qu'il y a des moments difficiles où les deux entrent en conflit. C'est pourquoi je dis qu'en fait, à ce moment-là, nous sommes en France, nous avons 3 prolongations continues de l'état d'urgence. Nous considérons que ces prolongations sont injustifiées. L'état d'urgence, ce n'est pas la règle. L'état d'urgence doit rester l'exception. Alors, et après, il faut voir quelle était l'efficacité de ces régimes. Et de l'autre côté, il faut voir quelles sont les vraies possibilités pour qu'on puisse faire face aux menaces réelles, mais de façon sage. Je parle d'une façon sage et fidèle à nos principes. La FIDH consacre, alors vous le savez mieux que moi, mais presque la moitié de son budget, 40% de son budget au continent africain. On parle évidemment beaucoup de la Syrie, des immigrés, parce que c'est sous le feu de l'actualité. Mais l'Afrique est dans quel état aujourd'hui? Il y a des pays qui sont au bord de l'explosion? Vous avez raison, on parle beaucoup de conflits syriens, on parle de l'Irak, on parle de la Turquie, mais on ne parle pas de ce qui se passe à l'Afrique subsaharienne, on ne parle pas de ce qui se passe au Grand Lac, au Burundi, là où on a un risque imminent de génocide. On vient de publier un rapport où on parle d'une dynamique génocidaire à Burundi. Bon, ce sont des conflits tout à fait négligés, oubliés par nous. Alors, nous, on est là pour qu'on agisse, parce que la stratégie wait and see, c'est une stratégie qui va à l'encontre de notre principe. Et c'est une stratégie qui n'est pas sage après tout. C'est la prudence qui est mise en cause. En Afrique aussi, finalement, quand on regarde le fil conducteur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de risques sécuritaires sur place, mais que l'un des moyens d'éviter l'extrémisme, l'un des moyens d'éviter l'immigration, c'est aussi tout simplement de s'occuper des populations. Alors, dans ce jeu-là, quel est le rôle que vous pouvez jouer ? Les FIDH essayent d'un côté de faire du lobbying de droits de l'homme partout, essayer de convaincre les gouvernements, essayer de convaincre les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il faut mettre la pression au gouvernement autoritaire, voire totalitaire, parce que si on les laisse comme ça, on arrivera à une situation qui ne sera pas manageable par nous. Et de l'autre côté, on fait recours aux instruments de la justice pénale internationale pour qu'on passe un message de justice, pas de justice, pas de paix. Alors, il faut qu'on passe ce message de justice. Notamment, on a la Syrie à ce moment-là. Nous avons une transition totale. Alors, si le lendemain à Syrie, il y a la norme de l'impunité, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre après la guerre après la guerre. Alors, c'est pourquoi ici en France, on a déposé une plainte auprès de la justice française. On a commencé une enquête d'information, une enquête judiciaire pour le sort de 2 franco-syriennes qui ont été disparues par le régime Assad. Et la justice française a accepté de qualifier ces crimes comme un crime de guerre. Alors pour nous, ça c'est un point très important pour commencer. L'élection de Donald Trump, on franchit un autre continent. Pour vous, ça risque d'amener un tournant dans ce pays ou au contraire, vous pensez qu'après les paroles, les choses vont retomber? Ça, c'est la question. Moi, je ne trouve pas que l'élection de Trump, c'est un accident. C'est un signe d'une transition. C'est un signe d'une transition globale. Des Philippines aux États-Unis, via la Russie, via la Turquie, on a des nouveaux leaders qui méfient des droits de l'homme, qui voient les droits de l'homme comme un luxe irraisonnable ou même comme un ennemi. Alors Trump, vous avez raison, dans son discours en tant que candidat, il a vraiment parlé des droits de l'homme comme si les droits de l'homme n'appartiennent pas à la tradition. Voilà, très secondaire. Alors nous, on parle des droits humains comme si les droits humains sont au centre de notre tradition politique et juridique. Bon, aux États-Unis, vous avez le checks and balances. Si vous voulez, moi, je ne suis pas très optimiste. Moi, je pense que Trump, après tout, il est un opportuniste, mais il est authentique. Il pense que
Les droits humains sont quelque chose qui n'est pas là pour toute la société. Et le discours de Trump divise la société, divise le peuple. C'est un discours populiste exclusif. Alors, qui fait partie du peuple? Ce ne sont pas les homosexuels, pas les musulmans, pas les juifs, pas les grecs, pas les je ne sais pas qui. Alors, il y a que les white anglo-saxons américains. Alors, ça, c'est pas le peuple, c'est une partie du peuple. Si vous deviez faire preuve de pédagogie, qu'est-ce qu'on devrait apprendre pour respecter l'autre, justement pour respecter fondamentalement le droit de l'homme, les droits de l'homme? Ça, c'est un exercice que j'essaye de faire avec mes étudiants à Athènes. Je pense que la question des droits humains, c'est une question des principes, mais c'est une question de sagesse et de prudence aussi. Parce que si on respecte les droits des autres, il y arrive un moment où l'autre ne respectera pas vos droits. D'accord, un échange effectivement entre Exactement. l'un et l'autre. Merci beaucoup pour cette parole de sagesse, Dimitris Christopoulos, et bonne suite de programme sur France 24.